Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury et en particulier les rapporteurs pour la lecture du manuscrit et pour le retour. Donc, cette soutenance est l'occasion pour moi de vous présenter mes travaux de thèse. Elle s'intitule Système d'aide à la décision pour le dernier kilomètre, application aux problèmes de tournée de véhicules riches. Elle a été menée sous la direction de Marc Sevaux et Philippe Lacombe, respectivement professeurs à l'Université Bretagne Sud et maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne. Je tiens également à remercier la direction de Mapotempo, en particulier Mehdi et Fabien et également Frédéric, pour avoir entièrement financé cette thèse et également pour leur confiance renouvelée tout au long de cette thèse. Cette présentation se déroulera selon le plan suivant. Tout d'abord, un petit peu de contexte. Nous passerons ensuite sur le système d'aide à la décision mis en place par Mapotempo, ce qui nous permettra de faire un focus particulier sur le Web Service Optimizer API. Nous présenterons alors une nouvelle variante du cluster de VRP et la résolution qui est associée. Et nous terminerons par la conclusion et les perspectives. En termes de contexte, eh bien, tous ces travaux s'intègrent dans la logistique du dernier kilomètre, pour lequel eh bien, nous avons une demande qui est fragmentée, c'est-à-dire que les clients à servir se retrouvent répartis sur le territoire, ils ont une répartition qui est temporelle, et nous pouvons dire également qu'ils ont des demandes à satisfaire qui sont petites. Tout cela se situe sur un graphe routier qui est dense. Également, nous avons pour les véhicules des restrictions de circulation. Ces véhicules circulent avec des vitesses qui sont variables, et tout cela intervient dans un environnement qui est dynamique. Du point de vue de la recherche opérationnelle, le problème de tournée de véhicules est vastement exploré. Nous représentons ici dans les cadres verts les attributs qui sont explorés dans la littérature et que nous traitons. En violet sont représentés les attributs qui sont traités dans les travaux de Thibaut Vidal et Al. Ces attributs sont réunis dans différents cadres qui représentent différentes catégories d'attributs. Nous avons des attributs qui sont relatifs au dépôt, à la flotte de véhicules, aux véhicules en eux-mêmes, ou alors aux caractéristiques des clients à servir. Dans le cadre sable en haut à droite, il y a un certain nombre d'attributs qui ne sont pas présents dans la littérature liés aux problèmes de tournée de véhicules, mais qui sont importants pour pouvoir traiter des problèmes qui sont réels, en particulier la projection des données sur la cartographie réelle, l'utilisation de secteurs et également la possibilité de partir de solutions qui sont existantes. Pour en revenir à la projection sur la cartographie réelle, nous pouvons constater que pour l'itinéraire entre deux points sur la carte, eh bien, selon le mode de transport, ici représenté le transport en commun, en voiture ou à pied, nous pouvons constater que les transports en commun vont emprunter des grands axes routiers. Le mode de transport à pied eh bien, va pouvoir utiliser un cheminement qui est plus direct. Et en voiture, eh bien, nous pouvons constater que la voiture effectue un certain nombre de détours. Et en termes de temps de transport, eh bien, ce sera la voiture qui aura le temps de trajet qui sera le plus court, qui sera évidemment le plus long en termes de distance. Nous pouvons donc constater que selon le mode de transport, eh bien, nous aurons un profil de vitesse et de distance qui sera différent. Pour proposer un système d'aide à la décision pour le segment du dernier kilomètre, eh bien, nous devons proposer un système qui soit acceptable par l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le segment du dernier kilomètre. Cela passe par l'utilisation de la notion de qualité de service. La qualité de service qui est attendue par le planificateur passe par le fait de lui fournir un résultat dans un temps qui est raisonnable, et ce, quelle que soit la taille des instances à traiter ou les variantes. Et également, nous devons lui donner la possibilité de repartir de l'existant. Pour le chauffeur, la notion de qualité de service va passer par le fait de lui affecter des secteurs qui lui sont connus. En effet, à mesure qu'il va gagner de l'expérience sur un secteur, il va pouvoir réduire les temps de livraison, les temps de stationnement et également gagner en temps de trajet. La qualité de service
Pour le client final, eh bien, c'est la mesure de qualité de service qui est le plus explorée dans la littérature sur les problèmes de tournée de véhicule. Cela passe par le respect des contraintes, à la fois les contraintes horaires par exemple qui auront été demandées par le client final, ou alors les contraintes horaires qui auront été planifiées durant la résolution. A noter que tout cela intervient évidemment dans un environnement qui est dynamique. Proposer un système d'aide à la décision pour le dernier kilomètre et en particulier pour la résolution de problèmes de tournée de véhicule lève un certain nombre de questions. Tout d'abord, eh bien, puisque les traitements sont lourds, devons-nous réaliser ces traitements sur un client lourd ou sur un serveur? Dans notre cas d'utilisation, eh bien, nous partons plutôt sur l'utilisation de serveurs. En effet, puisque nous définissons contractuellement la qualité des résultats qui sont fournis, eh bien, il est dangereux d'utiliser la machine de l'utilisateur pour réaliser ces traitements. En effet, nous maîtrisons bien mieux les performances des machines sur nos serveurs. Et également, puisque nous maîtrisons ces serveurs, le déploiement de nouvelles versions est facilité. En termes d'architecture, nous sommes plutôt partis sur une architecture de type requête-réponse. En effet, celles-ci sont peu sensibles aux pertes de connexion. Et puisque nous intervenons sur le segment du dernier kilomètre, nous pouvons envisager que ces solutions soient utilisées par les chauffeurs directement depuis leur smartphone, et auquel cas ils peuvent perdre la connexion en cours de tournée. Nous avons peu de données à transmettre durant la résolution, et donc maintenir une connexion durant la résolution a peu d'intérêt. Nous utilisons également une API de type REST, et qui correspond au standard HTTP, afin de faciliter l'intégration de ces web services par les ingénieurs. Et puisque nous avons des traitements qui sont longs et lourds, eh bien nous préférons traiter les requêtes de manière asynchrone. Le système d'aide à la décision mis en place par Mapotempo se matérialise ainsi. Un ensemble de web services qui correspond chacun à une fonctionnalité. Premièrement, nous avons GeoCoder qui permet de transformer une adresse en coordonnées. Nous avons Router qui permet de transformer une série de coordonnées en itinéraire ou alors en matrice de temps et de distance sur le réseau routier. Nous avons Optimizer qui nous intéresse particulièrement puisqu'il est le web service en charge de la résolution des problèmes de tournée de véhicule. Et nous avons Fleet qui permet de transférer les tournées planifiées sur les smartphones des chauffeurs, d'en récupérer leur position et l'avancement des tournées. Ces différents web services peuvent être appelés ou interfacés de manière indépendante, et en l'occurrence, tous ces web services sont utilisés au sein de la web application Mapotempo Web, qui nous sert à la fois de démonstrateur pour ce système d'aide à la décision, mais également comme logiciel métier utilisé en production. Optimizer est donc le web service en charge de la résolution des problèmes de tournée de véhicule. Nous allons dans un premier temps présenter son architecture et en particulier les solvers interfacés. Ceci nous permettra d'introduire le modèle de programmation par contrainte générique qui est utilisé, ainsi que ses limites. Nous aborderons alors l'intégration des méthodes de clustering dans les méthodes de résolution pour le problème de tournée de véhicule. Comme présenté précédemment, Optimizer est l'un des web services intégrés dans le système d'aide à la décision pour le dernier kilomètre mis en place par Mapotempo. Donc Optimizer est composé d'un front-end sous la forme d'une API qui expose 4 opérations. Une première opération pour demander la résolution d'un problème de tournée de véhicule. Une opération pour récupérer un résultat. Une opération pour interrompre une résolution en cours. Et également une opération pour lister les résolutions qui sont en cours. Lorsqu'un problème de tournée de véhicule est reçu, il est tout d'abord validé. On vérifie qu'il s'agit d'un problème qui est correctement défini et qu'on peut le traiter. Il est ensuite transmis au Job Manager qui va déterminer la manière dont il sera traité. Et ce traitement est délégué à un cluster de workers. Au sein d'Optimizer, différents solvers sont interfacés. Premièrement, et de manière quasi systématique, nous appelons ORTools, qui est un solver de programmation par contrainte développé par Google, pour lequel nous avons mis en place un modèle générique capable de traiter un large panel de variantes. Ensuite, nous utilisons Vroom, développé par la société Verso, qui propose un ensemble d'heuristiques et de recherche locale.
Initialement uniquement développé pour traiter le problème de voyageurs de commerce, il a progressivement été étendu pour différentes variantes du problème de tournée de véhicules. Enfin, nous avons interfacé le solver Rados, développé par Flavien Lucas dans le cadre de ses travaux de thèse et sur lequel nous avons pu collaborer. J'en profite d'ailleurs pour remercier Flavien pour son aide tout au long de cette thèse et pour sa collaboration. Rados est un solver de type ALNS permettant de traiter des instances de très grande taille pour le problème de tournée de véhicules avec flotte hétérogène avec des matrices qui sont issues de cartographie réelle. Pour en revenir au modèle de programmation par contrainte, nous proposons ici, à titre de comparaison, les formulations utilisées pour décrire les tournées en progression linéaire, où les tournées sont décrites plutôt par l'affectation des arcs, là où en programmation par contrainte, une tournée est un tableau d'entiers, pour lequel est appliquée la contrainte globale all different, qui assure que tous les entiers de ce tableau sont uniques. À ce concept de base, nous définissons quelques variables afin de définir les contraintes du problème de tournée de véhicule et ses variantes. Ces variables sont fournies ici par ORTools. Nous avons ici la première variable ZI qui nous permet pour un nœud de déterminer à quel véhicule il appartient. La variable AI nous permet pour le nœud de déterminer s'il est actif ou non dans la solution. Et la variable NI nous permet pour ce nœud de déterminer son successeur dans la tournée. Les contraintes de base du modèle utilisé sont les suivantes. Premièrement, il est toléré qu'un nœud soit inactif dans la solution. Ceci implique que son successeur est lui-même et que le véhicule associé est -1. Donc un véhicule fictif. Deuxièmement, si J est le successeur de I dans une tournée, alors nous savons que les nœuds I et J appartiennent au même véhicule, à la même tournée. Et ensuite, pour présenter les contraintes de capacité ou liées aux contraintes horaires, nous pouvons utiliser la contrainte globale cumulative. Ce qui nous permet, pour J qui est successeur de I, de déterminer que J ne peut commencer si nous n'avons pas effectué le trajet entre I et J et effectué le temps de service de I. Notre choix pour la programmation par contrainte est motivé par le fait que toutes les solutions obtenues sont réalisables. Et également, plus l'espace est contraint et plus il est facile d'atteindre l'optimalité. De plus, la programmation par contrainte est compatible avec l'utilisation de méta-heuristiques, ce que nous avons utilisé toujours dans l'idée de répondre à la qualité de service attendue par le planificateur. Et enfin, nous avons choisi la programmation par contrainte parce qu'il est possible de débuter une résolution depuis une solution existante. En termes de comparaison à la littérature, donc là, bien que notre méthode de résolution soit plutôt adaptée à des problèmes qui sont réels, mais on se propose tout de même de se comparer sur certaines variantes aux problèmes de tournée de véhicule par rapport à ce qui existe dans la littérature, et en particulier à l'état de l'art. Donc ici, nous représentons notamment les résultats de Zadnikov et al. Donc là, qui sont des méthodes, enfin, des résultats obtenus à l'aide d'une méthode de résolution exacte. Ici, lorsque le temps de résolution dépasse 189 000 secondes, donc quasi, là les temps sont normalisés, mais dans les faits, ça correspond à peu près à 3 jours de résolution, eh bien c'est que l'optimalité, on n'a pas atteint la preuve d'optimalité pour l'instance. Pour le résultat de Pena et al, là ça va être une méta-heuristique pour lequel eh bien, ils ont des résultats qui sont très intéressants dans un temps qui est restreint. Pour notre part, eh bien, on a des écarts à la meilleure solution connue ou à l'optimalité qui sont en moyenne à 7,51% dans un temps qui est comparable à ce que peuvent fournir Pena et al. En revanche, nous avons donc nos résultats en termes de temps et de qualité d'écart à la meilleure solution vont être relativement éloignés, mais l'intérêt de notre approche, eh bien, ça va plutôt de fournir des résultats qui sont de bonne qualité dans un temps restreint, mais pour un très large panel d'attributs.
Là où Pena et al, ils se sont limités à une dizaine d'attributs, et Zadikov, actuellement, il traite six attributs différents. En termes de résultats sur d'autres instances, d'une manière plus large, eh bien, on a des résultats qui sont en moyenne inférieurs, avec un écart inférieur à 10%, dans un temps qui est restreint, limité d'ailleurs à 10 minutes pour l'ensemble des instances, sauf pour les instances de MDVRP, TW, donc instances de problème de tournée de véhicule, avec multiples dépôts et contraintes horaires, entre 192 et 288 nœuds, où là, on a utilisé donc une limite de temps de résolution fixée à 1 heure. Donc, pour meilleur point à noter, c'est qu'à mesure que les instances vont augmenter en nombre de nœuds, plus l'écart à la moyenne dans le temps qui est attribué va augmenter. Dans les problèmes de tournée de véhicule, on va faire face, en tout cas dans notre cas d'utilisation, à deux problématiques liées à la taille des instances. Plus les instances vont augmenter en taille, plus on va se rencontrer des problématiques liées au temps de calcul des matrices, mais également au temps pour obtenir une solution de bonne qualité. Sauf que ces deux points sont en contradiction avec la qualité de service qui est attendue par le planificateur. Donc, auquel cas, même si la taille des instances va augmenter, il va de toute manière falloir lui renvoyer un résultat dans un temps qui va être raisonnable pour qu'il puisse, au fil de la journée, pouvoir ajuster ses plans de tournée en fonction des aléas qui peuvent arriver. Donc, pour premièrement pouvoir résoudre, partiellement en tout cas pouvoir répondre à cette problématique, nous avons mis en place une méthode qui bénéficie de la méthode de clustering Camins, qui construit des clusters à partir de centroïdes, sur lequel nous avons ajouté un certain nombre de contraintes qui nous permettent de traiter donc les problèmes de tournée de véhicule, pour adapter donc à la problématique courante. Donc la première contrainte que nous avons ajoutée, eh bien, c'est le respect des contraintes de capacité des véhicules. Un deuxième point, eh bien, c'est l'équilibrage de la charge de travail. Donc ça, c'est un point de qualité de service que nous n'avons pas mentionné précédemment, mais qui a l'interaction entre la qualité de service perçue par le planificateur et par le chauffeur. Du coup, ça va être l'interaction entre ces deux acteurs. Et une dernière contrainte dont on a besoin, eh bien, c'est le respect des compétences ou skills qui nous permet d'affecter certains nœuds, de limiter l'affectation de certains nœuds à certains véhicules. Donc cette méthode VRP Camins, donc la méthode Camins avec un certain nombre de contraintes adaptées aux problèmes de tournée de véhicule, nous l'utilisons pour une première approche, donc la découpe récursive, que l'on appelle découpe récursive. Donc là, on reçoit un problème qui est trop volumineux pour calculer la matrice entière. Lorsqu'on reçoit ce problème-là, eh bien, puisqu'on ne peut pas calculer la matrice directement, ça prendrait trop de temps, eh bien, on se propose de la découper en deux en utilisant donc VRP Camins. Tant qu'un sous-problème est trop volumineux à traiter, eh bien, on continue à le découper jusqu'à obtenir des sous-problèmes qui soient de taille suffisamment petite pour pouvoir calculer la matrice dans un temps qui est rapide, qui est raisonnable. Pour le premier sous-problème, eh bien, on va lui affecter l'ensemble de la flotte de véhicules, mais on va limiter le nombre de véhicules qu'il va pouvoir utiliser. Une fois que cette résolution est terminée, eh bien, on transfère la flotte qui est inutilisée au sous-problème suivant, et ainsi de suite, jusqu'à résoudre l'ensemble des sous-problèmes. Donc, cette approche, elle va nous permettre de résoudre le problème de calcul des temps de calcul de matrice, mais l'utilisation d'une méthode de clustering directe, eh bien, ça ne nous permet pas de remettre en question donc la sectorisation qui aura été réalisée. Nous avons également mis en place une seconde méthode de résolution qui s'appelle Dichotomius. Donc là, c'est une méthode donc pour les problèmes qui sont suffisamment petits pour calculer la matrice, mais qui sont trop grands pour pouvoir être traités directement avec une méthode de résolution de problèmes de tournée de véhicule de manière directe. Donc là, ce qu'on propose, eh bien, de manière similaire, eh bien, ça va être de diviser le problème de manière récursive en deux, mais là, jusqu'à avoir des problèmes qui sont suffisamment petits.
Donc là, on les découpe de manière suffisamment petite. On va on va affecter donc, quelques véhicules à ce sous-problème. Et on va résoudre donc l'ensemble des problèmes de bas niveau. On va remonter progressivement dans notre arbre de découpe et on va remixer les tournées pour remettre partiellement en question les sectorisations qui auraient été faites en amont. Et on va retrouver des sous-problèmes équivalents à la taille qu'on aura attendue à bas niveau. Et on va remonter progressivement, recombiner donc, nos sous-problèmes jusqu'à remonter à la racine de notre arbre de découpe. Donc, cette problématique, donc, on est là donc, sur l'intervalle où les méthodes de résolution standard, en tout cas utilisées, vont atteindre leurs limites, mais on peut quand même calculer la matrice directement. Donc, on a un espace entre les problématiques donc les plus petites et celles qui sont beaucoup trop grandes, où on va appliquer différentes méthodes de résolution. Donc là, on ne va pas être uniforme dans la manière de traiter ces problèmes. Donc, on a une notion dans la qualité de service, donc en particulier de la qualité de service du chauffeur, eh bien, c'est qu'il préfère travailler avec des secteurs. Dans la littérature, il existe une variante qui s'appelle le cluster de VRP, dont nous voulons nous inspirer et qui justement va reprendre cette logique de sectorisation. Donc nous allons le définir. Nous allons ensuite proposer une méthode de construction pour ces clusters et les secteurs. Et nous allons appliquer une méthode de résolution adaptée à ce problème. Donc le cluster de VRP, eh bien, c'est un problème de tournée de véhicules pour lequel nous avons des secteurs qui sont prédéfinis, ici représentés en couleur. Et un secteur ne peut être servi que par un seul véhicule. Dans la variante de base, dans le problème de base, eh bien, un secteur doit être terminé avant de pouvoir parcourir le secteur suivant. Il existe une variante qui s'appelle le subcluster VRP, et pour lequel eh bien, on peut débuter un secteur, passer au secteur suivant, et revenir ultérieurement sur le premier secteur pour pouvoir le terminer. C'est cette variante qui va nous intéresser. Mais nous avons, pour traiter les problèmes du dernier kilomètre, besoin d'un certain nombre de contraintes qui nous sont imposées par les besoins du terrain, pour pouvoir leur fournir une solution qui soit exploitable. Premièrement, donc ça c'est la capacité de véhicule, mais on peut également pouvoir transporter des produits, de multiples produits, qui ont chacun leur capacité. On a une flotte de véhicules qui est hétérogène, des contraintes de durée et de longueur sur les tournées, les matrices, puisqu'on intervient en milieu urbain, avec des limitations sur les sens interdits et ainsi de suite. Nous avons une matrice qui est asymétrique, un certain nombre de compétences ou skills qui nous limitent les véhicules qui peuvent être affectés pour certains clients à visiter. Donc, pour pouvoir construire nos secteurs, eh bien, la première intuition, c'est d'utiliser des méthodes de clustering. Cependant, on ne peut pas calculer la matrice entière. Il n'y a pas la matrice à travers le réseau routier. Donc, on souhaiterait utiliser une approximation, une distance à vol d'oiseau ou une distance euclidienne. Cependant, ces approximations, elles sont peu pertinentes dans le cadre de la logistique du dernier kilomètre, puisqu'on va avoir des frontières topologiques qui vont nous séparer notre espace. Et l'utilisation de ces distances va totalement fausser la formation des clusterings. Pour cela, eh bien, on se propose de découper notre ensemble de points sur le territoire géographique à l'aide des frontières topologiques que l'on aura obtenues à partir des données OpenStreetMap, et on va pouvoir les rassembler en formant des polygones auxquels ils appartiennent. Une fois qu'on a obtenu donc, ces grands ensembles de points qui sont séparés topologiquement, eh bien, on va pouvoir utiliser une distance à vol d'oiseau pour pouvoir constituer nos clusters. Donc, puisqu'on connaît déjà, on maîtrise relativement bien Camis, on aurait pu utiliser cette méthode. Cependant, puisqu'on est sur des ensembles de points eh bien, qui sont différents selon les grands ensembles de points, eh bien, on ne sait pas combien de clusters il va falloir constituer. En tout cas, un cluster ne va pas pouvoir former une tournée complète. Là, on n'a aucune certitude là-dessus. Donc, l'utilisation de la méthode Camis, qui demande un nombre de clusters qui est fixe,
n'est pas adapté. Également, puisqu'on veut respecter la topologie de l'instance, donc là, la répartition des points sur le territoire, eh bien l'affectation au centroïde le plus proche va nous fournir des instances qui ne vont pas respecter cette topologie. C'est le cas notamment de la deuxième représentation des clusters, où là on a deux arcs qui vont s'épouser relativement. La constitution d'un cluster de manière naturelle, dans le cadre de la logistique du dernier kilomètre, eh bien, ça aurait été d'affecter chacun des arcs sur un cluster différent. Sauf qu'avec K-means, eh bien, on n'est pas assuré d'avoir cette répartition. Et dans le cas présent, on est certain qu'on ne peut pas obtenir ces clusters séparés. Donc, on se propose plutôt d'utiliser une méthode de clustering qui va s'adapter à la topologie du problème. Et en particulier, donc là, ça va être une méthode qui s'appelle DBSCAN, une méthode de clustering par densité, qui va nous permettre à la fois de ne pas avoir à fixer le nombre de clusters. Ce nombre de clusters va être déterminé par la structure de l'instance, et la propagation de nos clusters se fait par proximité et par densité, ce qui nous permet de respecter la topologie de nos instances. Et dernier point à relever, eh bien, c'est que les objets isolés, lorsqu'ils sont éloignés des ensembles des instances, enfin, des objets de l'instance, il y a peu de pertinence à les ajouter à un cluster qui est existant, puisque l'on estime que l'affectation de ces clusters, enfin, de ces objets à un cluster, va les forcer à appartenir à une tournée. Sauf que, eh bien, on veut que ces objets isolés restent relativement libres et que ce soit la méthode de résolution du problème de tournée de véhicule de les affecter. Donc, ils sont représentés ici sur l'instance de DBSCAN en bas à droite par des points en gris. Un point eh bien, dont on n'a pas encore discuté ici, eh bien, c'est le respect des contraintes que l'on veut adresser pour la logistique du dernier kilomètre, et en particulier la contrainte de capacité sur les véhicules. On veut appliquer DBSCAN et ne pas avoir à se préoccuper dans un premier temps de la contrainte de capacité. Mais lorsqu'un cluster dépasse la capacité d'un véhicule, on est certain qu'un seul véhicule ne peut pas le servir. Donc, il va falloir pouvoir limiter la taille de ce cluster. Et donc, ce qu'on propose, eh bien, c'est d'appliquer la méthode DBSCAN de manière récursive en réduisant la distance de propagation de celui-ci. Et on peut appliquer cette réduction de la distance de propagation jusqu'à atteindre un seuil inférieur. Et auquel cas, si on atteint ce seuil inférieur, ces nœuds seront considérés comme du bruit, donc comme les points qui étaient catégorisés en bruit précédemment, et qui seront traités donc indépendamment dans la résolution. Donc, cette méthode de clustering nous permet d'obtenir les résultats suivants. Donc, nous les représentons à l'aide d'un diagramme de Voronoi, principalement pour pouvoir les fournir au planificateur et qu'il puisse visualiser donc la constitution de ces clusters et s'il a de nouvelles demandes qui apparaissent dans un problème, pouvoir les affecter a priori à en tout cas au même cluster que cette méthode de clustering aura pu fournir. Nous pouvons constater que les clusters en zone périurbaine vont être relativement larges et en zone urbaine vont être très denses du fait de la densité de points et de la limitation en capacité. Nous avons également mentionné le fait que nous voulions traiter donc, des multiples produits et les contraintes de capacité. Dans les problèmes, en tout cas dans les problématiques de course à domicile, nous avons un certain nombre de véhicules qui peuvent transporter tout ou partie de produits qui sont frais, surgelés ou secs. On n'est pas certain que l'ensemble des véhicules de la flotte puissent transporter l'ensemble de ces produits simultanément. Donc, là, il va falloir... on n'a pas traité cette problématique durant la phase de clustering, mais ici, on peut séparer l'ensemble des nœuds donc, qui ont peu d'affinité entre eux en différents groupes pour pouvoir les traiter séparément dans la méthode de résolution. Une fois qu'on a pu obtenir nos groupes, eh bien, on doit pouvoir donc, pour pouvoir traiter ces problèmes-là, ce problème de tournée de véhicule
donc avec des instances clusterisées, avec différents groupes, eh bien, on se propose de résoudre ça avec une méthode de résolution à 2 échelons. On va résoudre donc à haut niveau donc l'affectation d'approximation pour nos différents groupes, et à bas niveau, on va rentrer dans le détail et résoudre chacune des tournées individuellement. Donc, pour pouvoir résoudre le problème de haut niveau, il va falloir, dans un premier temps, sélectionner un point qui va représenter l'ensemble des groupes d'un cluster. On va utiliser le médoïde et par souci de, en tout cas par abus de langage, on va l'appeler le point médian. Donc, au sein de chaque groupe, on va résoudre un TSP. On va utiliser le modèle de programmation par contrainte qui a été vu tout à l'heure pour 2 raisons. Premièrement, il va nous permettre de filtrer les nœuds qui sont irréalisables, en tout cas à ce niveau-là de résolution, et également pouvoir approximer le temps de parcours des différents groupes. Pour initialiser la méthode de résolution à proprement parler, eh bien, on va pouvoir utiliser les points médians des groupes et l'approximation pour ceci. Et on va résoudre un VRP qui est simplifié à l'aide de ces approximations, et ainsi constituer des squelettes de tournée qu'on va pouvoir utiliser dans la résolution complète. Nous avons également besoin, pour cette méthode de résolution, eh bien, d'une fonction objectif. Premièrement, eh bien, on va avoir des coûts d'utilisation pour les véhicules. On a des coûts kilométriques et horaires pour ceux-ci, pour les tournées en tout cas qui y sont associées. On a également une pénalité de non-affectation pour les nœuds et une pénalité de non-affectation pour les groupes. À noter qu'on a une pénalité pour les nœuds qui doit être plus importante que pour les groupes. En effet, on préfère avoir des groupes qui ne soient affectés à aucune tournée plutôt que d'avoir des groupes qui soient partiellement affectés aux tournées, et auquel cas il va être difficile de déterminer quel est le groupe qui est le plus pertinent à être affecté ou non, et quel groupe il va falloir retirer. Donc la méthode de résolution se déroule ainsi, une fois qu'on a obtenu l'initialisation. C'est une méthode de recherche locale. On applique premièrement des opérateurs de perturbation pour essayer donc, soit de détruire partiellement la solution, soit de permuter des groupes entre tournées. Une fois qu'on a dégradé cette solution, on va essayer de la réparer. Un point eh bien, il faut mentionner ici, c'est qu'on n'a pas voulu calculer la matrice complète précédemment. Donc c'est ici qu'on va demander les matrices pour chacune des tournées, une fois qu'on a l'affectation des groupes au véhicule. On résout individuellement chacune des tournées et on évalue la solution. En termes d'opérateurs de perturbation, eh bien, on a un certain nombre d'opérateurs qui sont issus de la littérature classique sur les problèmes de tournée de véhicules, en particulier relocate et swap. On a également un certain nombre d'opérateurs qui sont issus de la littérature, donc là sur les problèmes de tournée de véhicules à 2 échelons. Et également, on a un certain nombre d'opérateurs, les 3 derniers, qui sont issus à la fois de nos constatations et qui sont inspirés donc, des opérateurs précédents, mais adaptés à la structure du problème traité ici. Pour l'évaluation, eh bien, si la meilleure solution, à chaque itération, si la meilleure solution courante, enfin la meilleure solution obtenue est la meilleure, eh bien, on sauvegarde l'affectation des groupes aux tournées et la solution qui est associée. Si on a une dégradation qui est supérieure ou égale à 2%, eh bien, on va recharger la solution sauvegardée et récupérer l'affectation qui était précédemment faite. Et si la dégradation est inférieure à 2%, eh bien, on se propose de poursuivre la résolution à partir de la solution courante. Nous avons évalué la qualité de ces opérateurs. Donc, en termes d'amélioration, eh bien, on a des opérateurs qui, sur le nombre total d'appels, vont avoir un gain régulier. Cependant, le gain va être relativement limité, mais en tout cas, le nombre total d'amélioration va être intéressant. En revanche, nous avons un certain nombre d'opérateurs ici affichés, surlignés en orange, qui ont à la fois peu d'amélioration, des dégradations qui sont relativement importantes, ou en tout cas, on va souvent avoir des itérations ni sans amélioration, ni sans dégradation, donc ils vont avoir peu d'impact au final sur la solution. On a également 2 opérateurs
root removal et single cluster removal, où là, en fait, on a certes des gains qui sont importants, mais puisqu'ils sont appelés de manière vraiment, extrêmement rare, eh bien, on le considère comme étant peu pertinent dans le cas présent. Donc, nous pouvons filtrer les opérateurs que nous souhaitons utiliser, en tout cas, qui nous semblent les plus pertinents dans notre cadre d'utilisation. Donc, en conclusion, nous avons un système d'aide à la décision pour le dernier kilomètre qui nous permettent à la fois de traiter de nombreuses variantes des problèmes de tournée de véhicule, mais également un système d'aide à la décision qui nous permet de correspondre aux besoins des différents acteurs du dernier segment de la chaîne logistique, qui est le dernier kilomètre. Donc nous avons des méthodes de résolution pour les problèmes de tournée de véhicules riches, et également nous avons des méthodes de résolution permettant de nous abstraire des difficultés qui sont liées à l'augmentation de la taille des problèmes à résoudre. Ce qui nous permet d'utiliser l'ensemble du système d'aide à la décision mis en place par Mapotempo, dans Mapotempo Web qui est représenté ici. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe Mapotempo pour le soutien durant mes travaux de thèse, mais également pour tous les projets de Mapotempo. Donc, dans Mapotempo Web, le planificateur va pouvoir représenter ses tournées, obtenir des informations donc à la fois sur la qualité de ces tournées, en termes de durée de travail, nombre d'arrêts, kilométrage, vitesse moyenne, et chargement de ces véhicules. Un certain nombre d'informations, par exemple des retours en cours de tournée en utilisant Fleet API. Et en termes de perspective, eh bien, nous souhaitons donc transformer le modèle de programmation par contrainte. Actuellement, on l'utilise à l'aide d'une méta-heuristique, donc on n'a pas de garantie pour avoir une solution exacte. On voudrait utiliser donc basculer sur une méthode de résolution exacte, en tout cas dans le cadre de la résolution de la variante qu'on a présentée, parce qu'on va avoir des problèmes qui sont de taille restreinte. Et également, on voudrait combiner donc l'approche de clustering vers PK-Means pour essayer de voir si on peut bénéficier de la découpe topologique et de DBSCAN pour essayer de regrouper des points qui sont proches et qui sont actuellement des points frontières dans l'approche de clustering qui est utilisée. Et également, on voudrait améliorer pour la variante du cluster de VRP, améliorer l'approximation de temps de parcours des différents groupes. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. Puis je vous donnerai peut-être il y a peut-être une piste d'exploration qui est reliée à ça, que moi je tire de conversations récentes que j'ai eues avec Thibaut Vidal, qui est que là je vais en profiter pour faire une annonce pour ceux qui ne sont pas au courant. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Thibaut Vidal est maintenant mon collègue. Hein, il a rejoint notre département à Polytechnique, Montréal. Et donc, j'ai eu plusieurs occasions de discuter avec lui récemment. Et il me faisait simplement remarquer que si on regarde dans OR Tools, ben, les méthodes de résolution qui sont proposées dans OR Tools ne sont pas si bonnes que ça. Hein? Mais ça, c'est une parenthèse. Donc ça, c'était une question que j'avais. Vous avez, à un moment donné, vous faites le lien, vous dites, votre méthode est interfacée avec 3 solveurs, le solveur d'OR Tools, et vous avez Vroom et Rados. J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu un petit peu mieux les différences et puis qu'est-ce qu'on observe comme résultat quand on utilise un solveur plutôt qu'un autre. Ok, donc je vais garder OR Tools pour la fin. Vroom, donc là c'est développé par Julien Coupet et lui il se concentre principalement sur le fait d'avoir une solution de très bonne qualité dans un temps qui est extrêmement restreint. Donc là en fait on va avoir des qualités de résultats qui vont être de très bonne qualité. L'écart de la meilleure solution connue
Là, on est vraiment sur des choses qui sont très, très compétitives. En revanche, on a une couverture des variantes qui est très restreinte, enfin, qui commence à s'élargir, s'étoffer, mais qui est encore pour l'instant assez restreinte. Pour Ados, eh bien là, donc là, c'est une collaboration que j'ai pu avoir avec Flavien Lucas. Donc là, c'est plutôt adapté aux problèmes de très grande taille, et également un petit peu comme Vroom pour pouvoir avoir une solution de très bonne qualité dans un temps qui est restreint. Mais là, c'est plutôt donc les problèmes de type CVRP et HVRP avec des matrices réelles. Mais du coup, on est encore restreint en termes du nombre d'attributs qu'on peut traiter. Et avec AwareTools, eh bien là, c'est plutôt à chaque fois qu'on a une nouvelle variante, on peut faire un nouvel attribut qu'on a à traiter, essayer d'adapter ce modèle pour correspondre à notre besoin. Et si les performances, ou en tout cas, nous permettent d'avoir des résultats qui sont, certes, vont être assez éloignés de l'état de l'art, mais en tout cas, va nous permettre d'avoir des résultats qui correspondent aux besoins. Moi, une question qui me traverse l'esprit, puis je ne sais pas, dans la présentation, vous n'avez pas du tout fait allusion à ça, puis je ne crois pas avoir relevé ça dans la thèse. Il me semble qu'à aucun moment vous parlez de tourner avec des temps de parcours qui dépendent du moment de la journée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré ou en fait, quel est votre point de vue par rapport à ça? En tout cas, pour l'instant, on n'a pas mis le pied dedans. Premièrement, parce qu'en termes de données, eh bien, on attendait qu'OpenStreetMap, enfin, que la communauté OpenStreetMap mette un pied dedans et propose des choses là-dessus. Il y avait un projet proposé par la Banque mondiale qui a été un petit peu avorté. Et on pourrait utiliser les matrices qui sont fournies par notre partenaire qui s'appelle IR Technologies. On n'a pas encore, donc là, c'est assez récent, donc notre partenariat, donc on n'a pas encore exploré cette piste-là. Il faudrait qu'on adapte en effet notre méthode de résolution pour ces problèmes-là. On a quelques idées, mais on n'a pas encore enclenché les développements. C'est dans les cartons, mais on ne s'est pas encore penché dessus. Mm-hmm. OK, je vous pose cette question-là parce que moi, je suis en train de monter un projet, là, je dirais qui est pas mal tourné du dernier kilomètre en milieu urbain. Et puis nous, on a ça comme au cœur de nos préoccupations parce que ça nous interpelle. Et puis aussi, je vous dirais, si on fait la remarque, toute la question des temps de parcours qui sont basés sur les graphes de clients versus les graphes routiers de base, ça c'est une autre problématique, mais on ne rentrera pas là-dedans. J'ai peut-être un point également pour compléter un petit peu la réponse. On utilise également donc OpenStreetMap comme étant la base de notre graphe routier, et on utilise donc OSRM pour calculer les itinéraires. Et là-dessus, on a rajouté donc nous en fait une couche qui nous permet, en fonction de la densité de population dans un secteur, de pondérer la vitesse. Donc ça va certes pas changer la vitesse en cours de la journée. En tout cas, selon les secteurs, on sait qu'on va avoir des secteurs où la circulation va être plus difficile que d'autres et auquel cas on peut pondérer la vitesse en fonction de cet attribut-là aussi. OK. Bon, j'ai vu ce que vous proposez comme solution là au niveau du découpage des problèmes en problèmes plus petits. Je pense qu'il y a plusieurs choses que vous faites là qui sont très intéressantes, mais une question que je me posais, c'est vous avez présenté toute cette idée de la découpe récursive. C'est des choses, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes annotations, mais vous y revenez même plus tard dans un des chapitres. Vous faites les liens, par exemple, avec les travaux de Taillard dans sa thèse, là, en 93. Puis on pourrait faire un lien avec ce que Rochet et Taillard ont proposé en 95 là, dans les méthodes de mémoire adaptative. Donc, il
il y a déjà eu cette idée-là qu'à un moment donné, si on voulait appliquer certaines méthodes de résolution, on était peut-être obligé de découper les problèmes. Mais ce que je ne retrouve pas dans vos résultats, puis c'était peut-être dans la thèse, mais là, vous n'en avez pas parlé, c'est est-ce que vous avez une estimée de la perte de qualité quand on fait, par exemple, la découpe récursive? Mais en fait, non, on n'a pas lancé d'études sur la résolution. Enfin, si on avait par exemple laissé WhereTools ou Vroom résoudre dans un temps extrêmement long les problèmes complets, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'études là-dessus. Ouais, non. Parce que moi, je pense que ce serait intéressant d'essayer de mesurer ça. Vous vous rendriez peut-être compte que finalement, le prix à payer dans la découpe récursive peut être moins élevé que ce qu'on pourrait croire. Enfin, moi, c'est un peu mon intuition. Mon intuition, c'est que finalement, si on découpe les choses de façon logique, en bout de ligne, on ne paye pas très cher pour ça. Puis on épargne beaucoup au niveau des temps de résolution, mais ce serait bien quand même de préciser ça par au moins sur certains cas de figure, être capable de faire une évaluation quantitative. C'est vrai. En particulier, justement, parce qu'on est sur un réseau routier qui est réel. Et effectivement, si on découpe des grands ensembles en fonction des contraintes topologiques, bien, on va se retrouver avec effectivement, on va s'éviter d'avoir dans la méthode de résolution des combinaisons qui sont peu pertinentes. Ouais. Effectivement. Oui, et puis là, on retombe sur toute la question du fait que un truc qui est souvent pas bien évalué dans les problèmes de tournée de véhicule, c'est le fait que, à un moment donné, il y a des gains, par exemple, en termes d'optimalité, mais pour des solutions qui sont pas très réalistes. Et puis des solutions. Ah oui, je m'excuse, là, j'avais perdu. Ce que je voulais dire, c'était un truc que vous faites, je pense, qui est très pertinent, c'est le fait que dans les problèmes de tournée de véhicule, souvent, tout ce qu'on regarde, c'est est-ce que la solution respecte les contraintes? Est-ce que la solution minimise un certain objectif? Puis on ne tient pas compte, par exemple, qu'entre les deux, il y a les chauffeurs et que les chauffeurs, eux, il y a des choses qui peuvent être absolument pas intuitives de leur point de vue, ou en tout cas pratiques, qu'on retrouve dans des solutions, puis qu'en fait, ils ne voudront pas appliquer les solutions. Donc ça, c'est certainement quelque chose d'extrêmement pertinent. Qu'est-ce que je voulais... Quand vous faites la méthode, la dichotomius, là, vous reprenez l'idée de découper les problèmes, mais la découpe se fait dans un sens sur des principes un peu différents. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu mieux la différence qu'il y a entre votre méthode de découpe récursive et puis ce dichotomius? Et alors sur la découpe récursive, en fait, sur la découpe descendante, on va avoir un principe qui est similaire, sauf que sur la découpe récursive, là, on va affecter en fait au premier sous-problème l'ensemble de la flotte. Et dans la découpe dichotomique, eh bien, on va affecter à chaque sous-problème. Là, on va séparer les véhicules de la flotte. Et deuxième point dans l'approche dichotomique, eh bien, c'est que en fait, quand on est tout en bas, en fait, on va avoir actuellement, on a des sous-problèmes qui sont équivalents à la charge de travail de 3 véhicules environ. Et en remontant, eh bien, on va reprendre les tournées. Les tournées, donc les points qui appartiennent à une tournée, ils vont correspondre à un objet dans notre clustering. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est recombiner, donc essayer de mélanger un petit peu les tournées. Plutôt que d'avoir 3 et 3, en fait, on va les mélanger entre elles, on va les recombiner. Et également, on va ajouter les points qui n'ont pas pu être insérés à l'étape précédente. Et quand vous recombinez quoi? Vous prenez 2 sous-problèmes que vous remettez ensemble ou? En fait, on va prendre par exemple 2 tournées dans le premier sous-problème, une tournée dans le second sous-problème. Donc ça va nous former un premier sous-problème et on va, avec les tournées restantes, on va reformer un sous-problème supplémentaire.
Euh, Moi, je pense que je vais m'arrêter ici. Là, j'ai posé les questions qui me paraissaient les plus importantes et puis je vais passer la main. D'accord. Merci Michel hein, pour tes remarques. Il y avait, j'ai- J'étais intéressé aussi par certains points que tu as évoqués, hein. Donc je passe la parole à l'autre rapporteur, hein, Frédéric Gardy. Frédéric, quand tu veux. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui, très bien. Oui, ok. Donc, ben, merci beaucoup, Gwenaël, pour cet exposé. Ben, c'est toujours difficile de passer après Michel. J'ai pas eu l'occasion de passer beaucoup après Michel, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, c'est qu'il pose les bonnes questions. Donc, mais déjà sur le travail qui a été effectué, sur le manuscrit, ben, la soutenance qu'on vient de voir, qui résume très bien, comme disait Michel, hein, je pense que c'était bien de faire un exposé très centré. C'est un bon résumé c'est un bon résumé de la thèse. C'est un résumé efficace et c'est centré vraiment sur les contributions de la thèse. Euh, Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette thèse, ben, c'est le premier point qu'a soulevé Michel. Michel en a parlé. C'est la prise en compte des besoins de plusieurs parties, les planificateurs et les chauffeurs. Alors évidemment, ça semble presque évident, les planificateurs cherchent des solutions optimales, quasi optimales, ils cherchent à optimiser, mais en fait, justement, en pratique, on voit que il y a du multicritère. On le sait, c'est pas vraiment une nouveauté, mais l'analyse des besoins que tu as réalisé, Gwenaël, dans le cadre de ta thèse, j'ai trouvé qu'elle était vraiment pertinente. C'est des choses, finalement, on le sait plus ou moins. Je pense que tout le monde ne le sait pas dans la communauté scientifique. Tu l'as dit de manière très claire. Tu as posé les choses. Il y a le point de vue des planificateurs, il y a le point de vue des chauffeurs. Ça paraît bête, mais cette idée de comprendre qu'un chauffeur qui travaille dans les mêmes zones, qui sert les mêmes clients, va être plus efficace sur le terrain, euh, ben, en zone urbaine, c'est quand même très très important. Et comment intégrer ça, voilà, dans ben, tu remets la diapositive, c'est très bien. Comment intégrer ça dans le schéma de résolution et notamment à travers le clustering qui aide pour ça. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Enfin, c'est déjà intéressant de le dire, de mettre ça sur la table. Et ensuite, c'est intéressant parce que ben, de fait, ça pose la question encore une fois, de la modélisation du problème et de ces différents critères, de ces différentes visions que les différents acteurs ont et comment intégrer dans un modèle d'optimisation ces différentes vues. Et donc, bah, là, la réponse qui est apportée, c'est, on va dire, c'est une méthode. Enfin, cette dimension, l'approche par clustering, c'est une réponse, mais c'est quelque chose qu'on pourrait encore creuser pour comprendre comment modéliser ça. Il y a plusieurs façons de l'approcher. Enfin, je ne vais pas rentrer dans je pense que là, on pourrait faire brainstorming, poursuivre ton travail, continuer dans la voie dans ce que tu as ouvert là. C'est vraiment des sujets intéressants et je pense que la communauté scientifique, elle peut aider sur ce sujet-là en s'emparant de cette thématique-là. Parce que jusqu'à présent, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Beaucoup de gens travaillent sur la modélisation des besoins. Ben, je pense que Michel et ses équipes en font partie. Mais on voit aussi quand même beaucoup de travaux qui sont très focus sur j'essaie d'améliorer l'état de l'art sur le CVRP, le CVRP-TW. C'est important. On a besoin d'avoir des algorithmes toujours plus puissants, des méthodes toujours plus puissantes. Mais la question de sur quel problème tu travailles, comment tu modélises les besoins là actuels, c'est quand même aussi un vrai sujet. Et c'est bien de le rappeler, ta thèse par rapport à ça, je pense elle est dans cette veine-là. Donc ça, c'est les besoins.
Ton travail, moi, évidemment, j'ai apprécié le travail que tu as mené autour du clustering. Le clustering qui avait différentes visées et dont celle là sur qu'on a pas beaucoup évoqué là, les questions de Michel sur comment réduire le temps d'exécution global, y compris matrice de distance, toutes ces choses-là. Voilà, là, il y a tout un sujet parce qu'effectivement, en pratique, on voit aujourd'hui que la planification, c'est quelques minutes de temps de résolution. Et donc, à partir du moment où on a cette contrainte-là, les méthodes, il faut qu'elles évoluent pour traiter sous cette contrainte technique là, de quelques minutes de temps de résolution. Là, tu as fait un gros travail autour de l'état de l'art, Camins, DBScan, et puis les déclinaisons que tu en as faites avec Dichotomius, toutes ces choses-là. Je vais pas revenir sur tout ça. Justement, en fait, moi, la question que j'avais par rapport en fait, c'est ça transparaissait pas vraiment dans la thèse. Combien de vos clients, euh, pour combien de vos clients, le clustering est critique, hein, en fait, tu vois, par rapport à Mapotempo a beaucoup de clients. Vous avez le logiciel est déployé. Bon, ça, c'était un point qui allait venir après. Mais bon, du coup, j'en parle maintenant. Vous avez ton travail, il est exploité sur le terrain. Vous avez beaucoup de clients, beaucoup de sociétés clientes. Donc, je crois que c'est plusieurs centaines, hein. Et donc, il est utilisé sur le terrain, ce logiciel. Ça c'est quelque chose de très fort. Et il satisfait beaucoup de demandes. Et combien de clients, pour combien de clients, même si c'est approximatif, ce travail de clustering a été critique ou important pour arriver à passer, à satisfaire cette contrainte sur le temps? Alors, le clustering, il est chez Mapotempo, il est présent sous différentes formes. Donc, premièrement, on va avoir dans Mapotempo Web un outil qui s'appelle Zonage, qui va permettre à l'utilisateur donc soit de dessiner ses secteurs, soit d'appeler des méthodes de clustering directement, sans méthode de résolution de problèmes de tournée de véhicule derrière. Là, en tout cas, ça, c'est un outil qui est très, très régulièrement utilisé par les planificateurs en particulier. Moi, là-dessus, j'ai pas vraiment de visu sur le nombre par rapport à Oui, l'ensemble des clients. Moi, ça va plutôt être sur les parties, en tout cas, utilisation sur l'API d'optimisation, Optimizer. Et là, en fait, c'est pas tant en termes de nombre qu'il faut les compter, c'est des clients qui ont enfin, en tout cas, la plupart des clients qui ont des grosses volumétries. C'est quasi systématiquement qu'on va leur proposer ces approches-là, ok. à la fois sur les problématiques de tournée périodique, mais également sur des choses beaucoup plus courtes dans le temps. Ouais, c'est ce ça me paraissait, quand je dis ça transparaissait pas dans la thèse, il semblait transparaître que c'était primordial. Bon, tu le confirmes. En fait, ce travail sur le clustering, il est important pour quasiment tous les clients, en fait. C'est un des grands positionnements de Mapotempo, c'est Ok. de fournir des outils sur ce. Donc, bon, il y a le clustering amont, il y a le clustering explicite qui est fait potentiellement, qui est fait par le planificateur. C'est lui qui fait son clustering. Et ça, tu dis que beaucoup de planificateurs le font et finalement, on n'est pas très surpris, hein, parce que c'est ils prennent en compte, eux, le point de vue du chauffeur, qui est le point de vue de l'entreprise, en fait. Et ils veulent avoir des chauffeurs attribués à des zones pour les raisons. Je pense que c'est ça, hein. Enfin, tu le confirmes, c'est vraiment. Oui, c'est une des raisons. Il y a aussi le fait que simplement du point de vue, en fait, au niveau de l'entrepôt, quand il y a des colis qui arrivent, il faut qu'ils soient directement dans les bonnes travées. Et auquel cas, il y a pas, enfin, quand il y a les colis qui arrivent, il ne faut pas se poser de questions, il faut qu'ils aillent directement au bon secteur. Ouais, ok. Et ensuite, j'allais dire implicitement, c'est au sein de l'algorithme lui-même de résolution, où là, toi, tu fais encore du clustering pour passer à l'échelle. Oui, tout à fait.
Non, ok. Euh, Par rapport au, là c'est pareil, il y avait une question, moi quand j'ai lu, je me posais la question, je me suis posé la question à plusieurs fois, qu'est-ce qui aujourd'hui est en production, qu'est-ce qui est de l'ordre de de travail de prototypage de R&D. Par exemple, on a parlé de Dichotomius. Euh, c'est des choses c'est des choses qui sont pas encore en production, si j'ai bien compris. Alors, découpe récursive, ça c'est en production depuis quelques années. Ouais. Dichotomius, actuellement, c'est paramétré spécifiquement pour quelques clients. Donc, c'est en production pour ces clients. Ok. Et pour d'autres, il y a besoin d'un peu plus de travail, justement, notamment pour le fait de pouvoir filtrer les clients qui sont peu pertinents à mettre dans ces tournées-là. Auquel cas, là, il faut qu'on se tourne un petit peu sur la littérature sur l'orienteering problème. Ouais. Ok. Non, mais c'est clair. Euh, Et je peux continuer sur oui. donc ça sur la variante du cluster de VRP. Donc ça c'est pas du tout encore exploité. Il y a quelques prérequis avant qu'on puisse l'utiliser en production, notamment du point de vue du calcul des secteurs topologiques. Donc la méthode qui est utilisée là, elle est fonctionnelle. Mais comme on est dépendant des serveurs OpenStreetMap ou des API, alors qu'en fait, on est en train de mettre en place un nouveau produit pour pouvoir récupérer des zones administratives et on pourrait coupler ça D'accord. Ok. Ben c'est intéressant. Qu'est-ce que j'avais noté? Non, Michel enfin, il a lancé un petit débat effectivement, il y a des questions autour des résultats obtenus par rapport à Pena et al. Bon, il y a des questions sur ces pourcents, là, sur ces 7%, mais bon, nous qui travaillons sur ces sujets-là à Local Solver, le diable est dans les détails et euh, c'est pas toujours évident de retrouver des résultats de l'état de l'art en implémentant l'état de l'art en fait. Et donc, après, il y a le sujet de Tools, de la librairie de routing de Google, qui effectivement, en termes de méthode, est pas forcément au niveau de l'état de l'art, hein. Je pense que ça c'est su. C'est assumé. C'est une librairie qui est disponible, elle a ses qualités, ses défauts. Aujourd'hui, c'est quand même une référence hein, parmi les librairies. Enfin, nous, on le voit, hein, on est très souvent benchmarké par rapport à ORTools. En général, les gens partent avec ORTools. Enfin, aujourd'hui, j'en profite pour le dire. Hein, je pense que c'est important. Euh, Aujourd'hui, je dirais que je sais pas, j'allais dire un pourcentage, mais ça serait, ça serait pas scientifique. Mais il y a beaucoup de gens qui développent des approches pour le routing, notamment beaucoup de startups qui se lancent sur ces sujets de logistique, de transport. Il y en a énormément, hein, il y en a énormément, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, ailleurs dans le monde. Hein, il y a beaucoup de gens qui se lancent autour de ça, ou alors des problèmes de mobilité, transport de personnes. Et la librairie qu'a développée Laurent Perron avec ses équipes là, à Google et qu'il a mise à disposition de la communauté, elle est très très utilisée. C'est la librairie numéro 1 aujourd'hui. Quand les gens démarrent, ils prennent ORTools. Enfin, moi, je vois les clients qu'on a ou les prospects, les gens avec qui on discute. Ben, ça avait été le cas de Mapotempo il y a quelques années. Voilà, la plupart des gens qui démarrent, ils font un rapide tour d'horizon et la librairie qui est le plus simple à utiliser pour eux, ou en tout cas où on a un rapport simplicité d'utilisation, performance, prix, et le prix étant de zéro, c'est quand même quelque chose pas négligeable, c'est ORTools. Alors, nous, on a beaucoup de retours de clients enfin, ou de prospects, de gens qui nous disent que effectivement, pour le passage à l'échelle, pour la prise en compte de contraintes un peu spécifiques, là, ils ont du mal.
Mais bon, le choix de OR Tools, je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris que vous soyez parti avec OR Tools. Voilà, tout simplement pour toutes les bonnes raisons que je viens d'évoquer. Après, cela dit, ben voilà, il y a matière à améliorer. D'où justement on y travaille. Nous, Local Solver, on a pas mal avancé ces dernières années. Mais justement, avoir l'état de l'art, avoir les résultats de Pena et al. Ou les résultats on parlait de Thibaut Vidal. Avoir le résultat des meilleures équipes, c'est quelque chose qui est, c'est du boulot, hein. C'est du boulot et le diable est dans les détails, comme souvent. Donc je suis pas très étonné qu'il y ait ces pourcents là d'écart. Enfin, c'est pas très surprenant. Et je pense que les clients, eux, je pense que vos clients, je ne pense pas que ce soit ces 5% ou ces 7% qui fassent la différence. En fait, là, c'est à toi de nous dire quel est le ressenti des clients par rapport à ça. Est-ce que c'était vraiment un sujet? Moi aussi, je voulais avoir ce retour-là de ta part, en fait. Est-ce que c'est 7%? Est-ce que c'est ce qui fait que les gens ne sont pas contents ou sont contents? Est-ce que c'est Non. de premier ordre, en fait, dans le... En tout cas, ça va dépendre des secteurs d'activité. Ouais. De manière générale, enfin, pour les grosses structures, de toute façon, comme on va gagner énormément de temps en termes de temps de planification, ils vont pouvoir faire plein de scénarios, ce genre de choses. Auquel cas, la qualité du résultat, même si elle est à quelques pourcents de l'optimalité, eh bien, c'est pas très grave, parce qu'en fait, on va leur permettre de faire des suppositions, des plans de tournée qui vont correspondre à leurs besoins à un moment. Donc, pour ces activités-là, là, en tout cas, il n'y a aucun problème. Il y a des activités où, eh bien, on va vraiment vouloir gagner même une dizaine de mètres sur les tournées. Et auquel cas, eh bien là, si on peut résoudre une tournée par tournée, eh bien, on va quand même avoir des résultats qui sont à l'optimal ou vraiment à très peu. Donc, je dirais que, en tout cas, d'avoir des résultats à 7% sur des problèmes à flotte hétérogène ou sur des variantes un petit peu complexes, ça va pas être vraiment problématique. Par contre, si on est sur du TSP ou en tout cas on a une affectation des points aux tournées en elles-mêmes, là ça commence à être un peu plus problématique parce que Oui, là, c'est là que le détail va se voir. Oui, si tu fais de la réoptimisation de tournée par tournée, Oui. comme tu dis sur un TSP ou sur là tu veux que enfin c'est même le plus le TSP ou même des CVRP-TW relativement purs. Là tu veux pouvoir être à l'opt quasi opt. Voilà, Surtout sur la réoptimisation de tournée en elle-même. C'est ce que tu oui. dis. Si tu refais de l'optimisation tournée par tournée, là effectivement. En tout cas, là, le détail, il est flagrant, donc il faut quand même. Oui, là, il n'est pas question qu'il y ait des arêtes qui se croisent. En fait, des arêtes. Encore que les temps de. Mais justement, ça m'amène une question. Mais c'est une question qu'a posée Michel. Hein. C'est à propos de la prise en compte du trafic. Donc, tu y as répondu. Hein. Tu as dit que c'était des sujets auxquels vous vous intéressiez. Parce que nous, on a des clients qui sont venus sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, certains clients viennent très vite sur des sujets comme celui-ci qui, selon moi, sont très complexes. Et la question, donc vous avancez sur ce sujet-là. Enfin, nous c'est pareil, on avance sur ce sujet-là. Mais si je comprends bien, ça n'est pas quelque chose qui freine véritablement les clients. Le fait de leur dire, bon, ok, bien sûr que la circulation à 10 heures, enfin un itinéraire à 10 heures le matin, enfin, ou à 9 heures, c'est pas le même, surtout à Paris, c'est pas la même chose que à 14 heures ou à 16 heures. Mais nous, on va faire une approximation, on va prendre une distance qui va être pondérée selon l'heure de la journée. En gros, est-ce qu'on est à une horaire de pointe ou pas? Ça leur suffit. Alors,
la demande, elle vient, et en tout cas la demande de gérer le trafic vient régulièrement. Dans les faits, on a donc on utilise OSRM de manière relativement fine, et donc sur la journée, on va avoir une moyenne, en fait la moyenne de vitesse qui correspond à ce qu'il rencontre sur le terrain. Donc, en fait, la vitesse va être lisse, enfin, la différence de temps de trajet va être lissée sur la journée. Donc, certes, il y a quelques points qui vont être problématiques, mais c'est vraiment, c'est pas anecdotique, mais c'est des points vraiment spécifiques. Et c'est peut-être au niveau des contraintes, en termes de contraintes horaires sur lesquelles on peut jouer pour essayer d'éviter ça. En tout cas, c'est pas un point qui nous a empêché de travailler avec des personnes, parce qu'en fait, on leur fournit des outils à côté de ça qui correspondent à leurs besoins d'exploitation. Donc, même si on n'a pas ce point-là, c'est pas, en tout cas, actuellement, c'est pas un point bloquant. Ouais. Pour comprendre ce que vous faites sur ça, par rapport à la réponse que tu faisais à Michel et par rapport à ce que tu viens de dire, pour bien comprendre, donc vous avez des matrices de temps ou de distance là, ou enfin vous récupérez des matrices de distance et vous y appliquez dessus des vitesses alors. Alors, Ça, c'est c'est des pas- coefficients de vitesse pour avoir un temps de parcours réaliste point à point. alors, c'est directement dans OSRM. Donc, en fait, OSRM, donc c'est un calculateur d'itinéraire Oui, oui. dans lequel, eh bien, en fait, il y a le graphe routier. Sauf, nous, la pondération qu'on va appliquer, en fait, c'est sur la limite de vitesse sur les différents axes. Et en fait, on va avoir une limite de vitesse qui va dépendre de la densité de population Ok. de ce graphe-là. Et de l'heure de la journée alors? Non, pas de l'heure de la Non, journée, pas de mais l'heure de la journée. c'est Ok. les vitesses moyennes qu'on a pu constater sur ces axes-là. D'accord, ok, ok, ok. Ok, oui, ça c'est un sujet, ça, enfin, c'est un sujet, ça, le trafic, hein, il y a la question de l'interfaçage, avec les outils et le caractère. Enfin, c'est assez cher de pouvoir faire des appels temps réel sur. Enfin, bah, tu le montres. Hein, c'est ce que montre ta thèse également. Il y a des questions d'intégration technique qui sont complexes. Ça, tu les as bien balayées dans ta thèse. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Non, mais j'ai pas de questions supplémentaires. Euh, sur les pistes qui se dessinent, là, bah, tu les as par rapport à ce qui est en production, ce qui a commencé à être testé, ce qui est envisagé à terme. Ça, c'est clair. Euh, non, ben, je terminerai simplement par en rappelant l'impact industriel. Enfin, moi, j'ai noté dans mon rapport. Je crois qu'en termes d'impact industriel, c'est une thèse qui est vraiment remarquable et ben, qui doit être remarquée à ce titre-là. Enfin, il y a pas mal de thèses CIFRE qui se soutiennent où c'est fait avec des partenariats industriels. Hein, c'est assez rare de voir des travaux aussi avec autant d'impact sur le plan industriel pratique, avec autant de clients qui exploitent aujourd'hui le logiciel développé, les algorithmes développés, les méthodes développées. Et ça ben, encore une fois, bravo Gwenaël et bravo à toute l'équipe pour le travail réalisé. Là. Merci. J'en terminerai là. Merci Frédéric. Hein. Il y a pas mal de questions en fait de fond. Hein. Je vais pas dire philosophique, hein, mais très bonnes questions de fond effectivement sur le futur de l'optimisation à tournée de véhicules qui sont très intéressantes. Alors je vais poser quelques questions hein, de mon côté, et puis après je passerai la parole au directeur de thèse. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas de questions depuis le temps qu'ils ont passé avec leurs doctorants, mais ils auront peut-être des remarques hein, pour éclairer la thèse. Alors moi, donc, de mon côté, oui, je me posais la question dans le modèle de PPC, dans les équations que vous donnez, hein, taille moyenne dose, etc. Vous parlez pas du multidépôt. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots comment est géré le multidépôt
notamment la contrainte qui dit ce qu'il faut éviter dans les modèles mathématiques sur le multidépôt, c'est qu'un véhicule parte d'un dépôt et arrive à un autre dépôt. C'est une petite difficulté de modélisation qui est classique dans les programmes linéaires en nombre entier. Donc, comment vous pouvez faire ça, vous? Alors, en fait, pour chacun des véhicules, en fait, on a 2 nœuds qui représentent chacun des dépôts. Et chacun des nœuds correspond à un indice dans la matrice, ce qui nous permet de modéliser ça comme ça. Et après, c'est la méthode de résolution. Donc là, principalement, on utilise les heuristiques et les méta-heuristiques de WearTools pour résoudre ça. Donc là, moi, je suis pas allé jusqu'au bout là-dessus. Mais voilà, en fait, on utilise cette modélisation-là, dans lequel on a, pour chacun des véhicules, 2 nœuds vraiment indépendants. D'accord, ah oui, d'accord. Aussi, je me posais la question, le VRP multidépôt avec Time Windows à comparaison de temps de calcul, je vois pas quel est le critère d'arrêt en fait dans WearTools. C'est-à-dire, apparemment, il n'utilise pas de technique de backtrack comme celle de Bourreau. Parce que je vois que vous mettez 1 heure de temps de calcul, vous allouez 1 heure de temps de calcul, et parfois en 10 minutes, il s'arrête très vite, il s'arrête au bout de 10 minutes, parce que d'après les temps que Ça, c'est vous rapportez, et puis sur une mauvaise solution. Alors, est-ce que il calcule juste une solution réalisable? Il n'y a pas de mécanisme pour essayer de tenir compte de la fonction objectif ou d'abaisser le coût? Alors, la façon dont WearTools fonctionne, c'est que donc on définit notre modèle de programmation par contrainte, mais ce Ouais. modèle, en fait, il sert juste de cadre pour pour une méta-heuristique. Donc en fait, c'est qu'au fil de l'exploration, on va explorer certaines branches de l'arbre, mais effectivement, on va jamais avoir de backtrack, parce qu'en fait, ça va être les mécanismes de recherche locale qui vont nous permettre de parcourir la solution. Et on n'a rien qui nous empêche de revenir sur une solution qui a été déjà explorée précédemment. Donc voilà, donc en fait, nous, on a des mécanismes pour l'arrêt de la recherche qui sont des temps de recherche maximum, ou alors pendant un certain temps, si on n'a pas trouvé d'amélioration, on va demander à la résolution de s'arrêter. Parce qu'a priori, on est arrivé sur un plateau et on n'a pas envie de faire patienter le planificateur si on n'a aucune espérance de trouver une bonne solution, une amélioration. D'accord, ok. Ouais. Et puis pour le clustering, là, ce qui est très intéressant, c'est on fait toujours des clusterings sur des critères spatiaux. Or, il y a une question qui, à mon avis, est importante dans le clustering, c'est les fenêtres de temps, elles sont pas gérées par les méthodes de clustering à l'heure actuelle. Alors, on peut imaginer une ville comme Bordeaux à l'intérieur de sa rocade périphérique avec, par exemple, un nuage de points réparti uniformément dans Bordeaux, un nuage de clients, avec des fenêtres étroites le matin, mais un véhicule pourra facilement visiter les clients de proche en proche, ces clients du matin, en respectant d'arrivant pile poil dans leur fenêtre horaire. Et je balance par-dessus un autre nuage de points avec des fenêtres de l'après-midi. Donc là, c'est clair qu'il faut faire un paquet de tournées le matin, un paquet de tournées l'après-midi, tandis qu'une méthode de clustering, elle va, si la charge totale nécessite de faire 2 sous-problèmes, elle va couper la ville en 2, puis ça va donner des très mauvais résultats, quoi. Parce qu'il y aura un mélange de clients du matin. Est-ce que vous avez pensé et ça, je sais pas comment on peut gérer, enfin, intelligemment, une combinaison de jouer sur la répartition spatiale et jouer sur la distribution des fenêtres horaires. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est la même approche qui est proposée ici, et c'est va être la séparation en différentes couches. En fait, les nœuds du problème, on va pouvoir les regrouper par affinité temporelle. Donc en fait, ils vont avoir des contraintes horaires qui vont être similaires. Donc a priori, on veut pouvoir les traiter dans le même segment de tournée, dans le même groupe de tournée. Et donc là, on va pouvoir appliquer la méthode de clustering pour grouper les points donc de manière géographique et les séparer par affinité. Et là, l'affinité, plutôt que d'avoir des produits qui sont différents, ça va être l'affinité par contrainte horaire. Et on va pouvoir valider que ces groupements sont corrects
en utilisant justement la préparation des groupes avec l'estimation du temps de parcours, parce qu'on va filtrer les combinaisons qui sont pas réalisables, et on va pouvoir notamment, pour filtrer les créneaux horaires qui sont disjoints, contraindre la durée de la tournée qu'on veut avoir dans un groupe. D'accord, ouais, c'est clair. Puis dernière question, c'est vrai que dans le chapitre 5, vous dites que c'est une recherche locale, et puis vous avez choisi des opérateurs de perturbation, et vous donnez les taux de succès des différents opérateurs de 0 à 100 itérations, de 100 à 200 itérations, donc ça ressemble évidemment à une LNS ou une ALNS, hein. Donc pourquoi ne pas avoir mis un mécanisme, par exemple, de comptage de fréquence, hein, pour dynamiquement ajuster la probabilité de choix des différents opérateurs, parce qu'il n'y avait presque rien à ajouter. Ouais. C'est vrai que je l'ai pas forcément mentionné je l'ai pas du tout mentionné d'ailleurs dans mon manuscrit. Donc ce mécanisme d'augmentation et diminution de probabilité d'appel, je l'ai mis en place de manière un petit peu primitive. Sur certaines simulations, je l'ai complètement désactivé, réactivé. Donc c'était plutôt exploratoire. C'était pas suffisamment, en tout cas à mon sens, à la fois précis et en fait prêt à être présenté. Donc je l'ai tout simplement mis un petit peu sous silence, en effet. D'accord, ouais. Parce que là, c'est vrai qu'il y a une alternance entre des opérateurs de recherche locale, hein, puis des opérateurs de perturbation. Et c'est vrai que Thibaut, d'ailleurs, il est d'accord avec moi. C'est vrai que dans ALNS, on détruit une partie de la solution, par exemple, hein, avec random removal, puis on répare, on réinsère les clients. La probabilité de trouver une amélioration sur des très très grandes instances, ça tend vers zéro, quoi. Parce que si on enlève 20 clients au hasard, à moins d'utiliser une méthode exacte de réinsertion, le taux de succès de ces opérateurs s'effondre, si vous voulez, sur des très très grandes instances. Donc, je me demande si une structure générale de type Iterated Local Search n'aurait pas marché, parce qu'on a eu de très bons résultats. Moi, Philippe Lacombe, à Clermont-Ferrand. Donc, c'est presque pareil, hein. Vous faites une recherche locale, puis vous appliquez l'opérateur de perturbation sur la solution, sur l'optimum local, quoi, comme ça, parce que c'est vrai que c'est des méthodes qui ont un excellent compromis entre temps de calcul et puis qualité de résultat, quoi. C'est les mêmes composants, hein, c'est que la structure générale qui change. Tout à fait. Oui, c'est des choses que j'ai bien envie d'explorer sur cette approche-là. Après, le temps m'a un petit peu manqué sur la fin, mais Ouais. comme ça, de toute façon, Pour les suivants, hein. de... Et puis ça, puis un critère de recuit simulé aussi sur dans la NLS, dans votre recherche locale, là, parce que là, vous avez mis un seuil de 2%. Bon, on pourra mettre tout simplement un recuit simulé, c'est-à-dire on le laisse dégrader. Si un opérateur qui dégrade la solution, bah on accepte, hein, ça devient la solution courante, mais avec une probabilité qui décroît avec l'augmentation du coût de la fonction objectif et une température, quoi. C'est-à-dire que à la fin, la température tend vers zéro, puis ça se comportera comme une méthode de descente, quoi. Non, je dis ça parce que sur un doctorant ici, on, on avait obtenu des améliorations surprenantes uniquement en gardant tous les opérateurs, hein. Je mets pas en cause vos opérateurs, mais en modifiant seulement la structure générale, hein. Parfois, c'est très bizarre, hein. Il y a certains problèmes, hein, à certaines instances qui bénéficient étonnamment mieux de certaines structures générales, type ILS ou type recuit simulé. Bon, faut bien s'arrêter, hein. De toute façon, votre contribution, elle est faite, mais bon. Si vous prenez un stagiaire aussi, ou si vous encadrez un thésard un jour, il faudra De toute façon, ces opérateurs, ils sont implémentés. Ils seront toujours, on les réévaluera de toute manière, de manière périodique. Notamment, si on peut, enfin, il y a un point que j'ai précisé, c'est que l'approximation du temps de parcours, eh bien, elle me semble un peu, pour certains groupes, me semble peu pertinent. Et donc, il y a des améliorations à faire là-dessus. Notamment, on utilise comme dépôt
à la fois de début et de fin le point médian, donc le médoïde, ce qui n'est pas systématiquement pertinent. On peut voir par exemple sur des groupes, enfin des groupes qui sont répartis sur une même rue, eh bien en fait revenir au premier point va avoir peu de pertinence. Sur certains secteurs où on va voir des structures particulières, oui, ça peut avoir un sens, mais là en tout cas ça n'en a pas. Donc il y a des améliorations à faire sur cette approximation, et auquel cas peut-être que les opérateurs qui justement bénéficient peu de cette approximation pourraient se retrouver très intéressants dans certains cas. Alors bon, je pinaille un peu, hein, parce que votre contribution, effectivement, elle est remarquable, hein, comme l'ont souligné les interlocuteurs précédents. Hein. C'est vrai que de toute façon, ça marche, c'est mis en service. Hein, que demander de plus, hein, pour une thèse, hein. Vous avez une contribution qui est très bien finalisée. Hein. Donc félicitations, hein, pour votre travail. Et puis là, j'ai trouvé que la présentation complétait bien le manuscrit, hein, parce que justement, je me posais la question. Ah bah Thibaut Vidal, bah oui, il gère aussi beaucoup de contraintes. C'est pour ça que votre première slide a été intéressante, en montrant justement tout de suite quelles contraintes supplémentaires vous pouvez gérer avec votre approche et qui ne sont pas générées par Thibaut. Enfin, dans votre cible, hein, dans votre cible. Donc, je vous remercie. Je passe la parole au directeur de thèse, hein, s'ils ont des remarques à faire, hein, ou un éclairage à apporter. Merci Christian, je vais juste dire quelques mots. Je voudrais vraiment remercier la société Mapotempo d'avoir financé ce programme de thèse. Je crois on était parti d'un questionnement assez simple lors d'une conférence de la ROADEF, et on termine aujourd'hui avec une soutenance de thèse. Et puis je voulais remercier aussi Gwenaël pour le travail accompli, et surtout toutes ces discussions très enrichissantes qu'on a pu avoir. Et puis tout ce que j'ai pu apprendre grâce à Gwenaël sur la cartographie réelle et toutes ces choses-là. Et j'espère que les travaux de la stagiaire BTS qu'on a co-encadré, Sophie Goales, pourront voir le jour très très prochainement pour le bien de la communauté. Voilà, merci. Oui, comme je disais, oui, peut-être que Allô? quelqu'un de l'entreprise, Philippe, tu veux parler? Oui, Ah, je voulais ouais. juste dire un mot, Vas-y. excuse-moi. C'est juste pour dire que, donc pour remercier Gwenaël du travail, et puis qui a été fait dans le cadre en lien direct avec l'entreprise. Et c'est vrai que l'originalité des travaux qui ont été faits, je pense, c'est de s'intéresser simultanément à une notion de qualité de service qui est liée au fait qu'on a des chauffeurs et qu'ils aiment bien travailler dans les zones géographiques plus ou moins identiques, et ça favorise l'acceptabilité effectivement des solutions. Il y a une notion de qualité de service en termes des clients, évidemment, ils veulent être livrés à temps, donc on a aussi des fenêtres de temps, etc. Puis il y a aussi une notion de qualité de service liée au fait que l'utilisateur qui lance des calculs d'optimisation, ben, il attend des réponses dans un laps de temps qui est acceptable pour lui, en fait. Hein. Donc on a tout ça, et ça amène aussi à créer des solutions qui peuvent être des solutions de compromis entre la qualité de la solution qu'on doit fournir et l'utilisation qui va en être faite, puisque le contexte il est dynamique. Donc il faut être capable de fournir une solution et puis quelques temps après de repartir de cette solution, sachant qu'un bout aura été partiellement exécuté. Et ça, si j'ai bien compris dans les échanges qu'on a eus, c'est quand même des points qui sont importants. Et c'est aussi la raison pour laquelle dans la thèse, il y a à la fois la partie recherche opérationnelle conceptuelle, et puis la partie mise en œuvre avec la définition de la structure du système d'aide à la décision, sur laquelle il y a quand même des contraintes qui sont extrêmement fortes. Hein. Puisqu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être calculées en temps réel, et donc on a des connexions des clients qui sont des connexions synchrones, et d'autres pas, quoi. Donc je pense que Gwenaël, il a eu un rôle charnière, puisque les méthodes devaient être à la fois
des méthodes de recherche opérationnelle, d'optimisation et client compatible par rapport à l'architecture support qui se trouve derrière. Donc voilà, c'était pour insister sur ce point-là et merci pour la présentation qui a été faite. Merci Philippe. Donc si quelqu'un de l'entreprise veut, parce que là c'est intéressant, hein, dans le cadre d'une thèse chiffre, souhaite dire quelques mots. Monsieur Jabral, Monsieur Girard. Oui, alors moi je vais peut-être prendre un peu la parole. Donc Fabien Girard, directeur technique. Je prends la parole parce que Mehdi, je pense qu'il va essayer de prendre la parole. Il est légèrement souffrant aujourd'hui. Donc il nous a quand même... Ah voilà, je vois que tu développes ton micro, Mehdi. Ouais. Moi, pour ma part, et puis tu prendras la suite, Mehdi. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre... les travaux de Gwenaël tout au long de ces 3 ans et suivre donc cette présentation de thèse ce jour même. Comme vous l'avez rappelé, et puis Gwenaël, enfin vous l'avez constaté et Gwenaël l'a rappelé, nous notre préoccupation chez Mapotempo c'est vraiment satisfaire nos clients. Donc même si il peut nous arriver de se faire plaisir sur des algos, sur des concepts ou des choses comme ça, à la fin de chaque mois, j'essaie de le rappeler régulièrement, à la fin de chaque mois, c'est nos clients qui nous font vivre et donc du coup, on essaie quand même de les satisfaire le mieux possible. Donc, on fait parfois des approximations pas toujours académiques, mais on arrive quand même à la fin à du code satisfaisant. On débat tous ensemble. On a une équipe donc de 3 personnes. Régulièrement, on prend des alternants ou des stagiaires en plus. 3 personnes uniquement sur le pôle recherche opérationnelle, ce que certains de nos concurrents n'ont pas choisi. Donc là, c'est Mehdi, il en parlera. Mehdi a décidé de mettre quand même le paquet sur cet aspect optimisation. Donc, on est vraiment à l'écoute, très proche de nos clients, de leurs problématiques. Des sujets reviennent beaucoup. On a des problèmes toujours de plus en plus volumineux. On a un client là qui optimise, je sais plus combien de visites. Alors c'est du périodique, périodique scheduling. Je sais plus. Je crois que c'est plusieurs centaines de milliers de visites, Gwenaël, hein, c'est ça, voilà. Donc nous. C'est à peu près à 200 000. Ouais. Voilà, 200 000, c'était le chiffre que j'avais en tête, 200 000 visites réparties sur une année, donc c'est très lourd. Donc il y a des algos qui sont cruciaux pour nous, on en a parlé, dont nos algos de clustering, on en a plusieurs, mais on a vraiment mis le paquet sur un algo un peu élaboré, une extension, on va dire, une amélioration de ce qu'on peut faire avec K-means et appliqué au VRP. Donc tout ça a été des sujets explorés par notre équipe, par Gwenaël. On a d'autres idées derrière pour améliorer tout ça. Vraiment, le sujet de thèse sur ces 3 ans, nous, a été directement mis en application chez nos clients. Vous l'avez rappelé, on a quand même une majorité du code qui est en production. Certains concepts sont un peu on va dire, expérimentaux, mais même notre algo, là, notre dernier algo sorti dichotomique, celui-là, il est très, très plébiscité par les clients pour lesquels on l'a mis en prod. On n'a pas pu le mettre pour tout le monde parce qu'il n'est pas assez générique à notre goût, mais l'objectif est évidemment de basculer la plupart des clients qui en auraient besoin, voilà, dessus. Voilà moi ce que je pouvais dire de ma petite personne. Donc c'était la première soutenance de thèse à laquelle j'assistais. Très très sympa. Moi je suis encore une fois très satisfait. Puis je vais donner la parole à Mehdi, fondateur de Mapotempo, donc. Bonjour. Donc félicitations Gwen. Moi c'était assez plaisant de t'écouter. Bon, j'avais suivi bien évidemment tout ce que tu as fait, même si je suis pas spécialiste en la matière. Donc juste pour replacer un peu le contexte, moi quand j'ai créé Mapotempo, on est parti d'une problématique assez simple, c'est de proposer une solution qui soit la plus adaptée au terrain et essayer de réduire
un petit peu l'écart qu'il y a entre on va dire la recherche académique en termes d'optimisation de tournée et ce dont ont besoin les opérateurs sur le terrain. Donc on a quelques concurrents, et non des moindres, hein, qui ont des chiffres d'affaires significatifs, qui ont développé des solutions plutôt orientées mathématiques, je dirais, et pas assez terrain. Et donc, au démarrage, encore une fois, avec mon associé historique, on a développé une solution qui était plutôt de type assemblage. On a pris des briques existantes sur le marché, hein, comme l'a dit Frédéric, avec Wear Tools, après un petit benchmark des moteurs qui étaient sur le marché. Et ma stratégie, c'était au fur et à mesure du développement de ma Tempo en termes de chiffre d'affaires, de faire de la R&D. Voilà. Donc, on y est allé crescendo et c'est venu un petit peu en lien avec nous, notre crédit impôt recherche. Hein. Donc, aux premières années, on faisait pas du tout de crédit impôt recherche parce que ben voilà, on était plutôt dans des logiques d'assemblage, de technologie. Et avec la thèse de Gwen, c'était vraiment de trouver un équilibre, ou en tout cas une troisième voie entre voilà, des applications purement terrain et des applications purement mathématiques, trouver une troisième voie et essayer d'investiguer là-dedans. Donc tout ce qui était tournée multimodale, clustering, etc., on commence Mapotempo à avoir une marque de fabrique, de combiner en fait cette intelligence, on va dire, mathématique et cette intelligence humaine. On essaie d'avoir une solution qui soit à la croisée des chemins. Et en ce sens, Gwen, pour moi, a parfaitement répondu aux attentes. Et si en plus, voilà, ça permet aux attentes terrain, je dirais, de nos clients, et si derrière, ça permet aussi de faire avancer la recherche ou l'état de l'art, c'est parfait. On a plein d'ambitions au sein de Mapotempo. Comme on l'avait un peu discuté avec Marc, nous, on souhaite continuer à trouver des étudiants pour lesquels voilà, Mapotempo puisse être une entreprise dans laquelle ils puissent s'épanouir et en même temps pour pouvoir approfondir la recherche. Donc Gwenel a plus que bien travaillé puisqu'il était tout seul dans l'équipe de recherche opérationnelle. Aujourd'hui, on est 3 dans l'équipe recherche opérationnelle avec le recrutement de docteur Alil Sen, qui a proposé des choses très intéressantes au sein de Mapotempo. Et ben, on compte pas s'arrêter là. Donc voilà, moi très content de ce que j'ai vu, très content de la production de Gwen. Et voilà. Parfait, merci Monsieur Jabran. Bon, bah, on en a fini pour les questions, hein, donc le jury va pouvoir délibérer.